Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 24 septembre. L'Algérie réitère à New York son attachement au principe de solution africaine aux problèmes africains lors d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au Bénin, 35 morts et une dizaine de blessés dans l'incendie d'un entrepôt de carburant de contrebande dans le sud-est du pays. Attentat suicide en Somalie, au moins 20 personnes, dont la plupart des civils tués près d'un poste de contrôle dans le centre. Et Proche-Orient, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un raid de l'armée sioniste ce dimanche dans le camp de Nour Shems en Cisjordanie occupée. Bonjour à tous. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains, principe défendu par l'Algérie et réitéré par son chef de la diplomatie à New York. Ahmed Attaf a participé à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le thème « Garantir un financement permanent et durable aux opérations de soutien à la paix relevant de l'organisation continentale ». L'Algérie a été conviée à assister à cette réunion dans le cadre de sa prochaine adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU en tant qu'un des 3 États membres africains de ce Conseil. L'Algérie restera profondément attachée au principe des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique qui reflète l'essence du débat d'aujourd'hui sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine. Pour nous, l'importance de cette question ne peut être surestimée. Il présente 3 mérites majeurs qui confèrent tous une dimension stratégique à notre effort collectif visant à accéder aux contributions statutaires des Nations Unies pour financer les efforts de paix en Afrique. Premièrement, il garantit l'appropriation continentale des instruments et outils conçus pour relever les défis de la paix et de la sécurité en Afrique. Deuxièmement, il constitue la bonne alternative au modèle actuel de paix des Nations Unies qui a atteint les limites de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Troisièmement, cela démontre l'engagement et la volonté de l'Afrique d'apporter sa propre contribution et d'apporter sa juste part au système de sécurité collective tel que prévu dans la Charte des Nations Unies. Et l'Algérie portera haut et fort la voix de l'Afrique devant le Conseil de sécurité pour être enfin entendu un autre engagement pris par Ahmed Attaf. In this regard, let me reaffirm before you. Permettez-moi de réaffirmer devant vous l'engagement ferme pris par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour renforcer la voix africaine au sein du Conseil et refléter fidèlement les vues, les préoccupations et les aspirations de notre continent dans ce grand débat de l'ONU. Nous serons plus qu'honorés de le faire en nous appuyant sur les efforts véritables et le progrès remarquable réalisé par nos chers frères et sœurs du Ghana, du Gabon et du Mozambique, les membres africains actuels du Conseil qui ont si habilement défendu nos causes communes. Et dans ce même cadre, le ministre algérien des Affaires étrangères a eu au terme de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e Assemblée générale de l'ONU des entretiens bilatéraux avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et a également reçu le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye. Ces 2 rencontres ont porté sur l'examen des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Union africaine dans divers domaines, ainsi que l'échange des points de vue sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans le continent, notamment dans la région du Sahel. Ahmed Attaf a aussi tenu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, notamment azerbaïdjanais, jordaniens, sahraouis et namibiens. Attaf a également reçu le ministre d'État britannique, Lord Tariq Mahmoud Ahmad. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement et sur un ensemble de questions inscrites à l'ordre du jour de la session actuelle des Nations Unies.
Dans l'actualité également, politique néocoloniale, ingérence depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État burkinabé, Bassoulma Bazié, n'a pas mâché ses mots pour décrire les pratiques subversives de la France envers son pays, mais aussi à l'égard du reste de l'Afrique. Et sincère. Dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Et depuis la même tribune, le ministre d'État burkinabé a dénoncé les sanctions de la CEDEAO, les qualifiant d'injustes. Le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et puis ce drame au Bénin, 35 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées dans l'incendie d'un entrepôt de carburant de contrebande situé dans la commune de Sémé-Podji, dans le sud-est du pays. Les secours ont été mobilisés. Amaziane Zitouni. Camions calcinés, édifices détruits, plusieurs blessés et des personnes brûlées vifs. C'est le bilan de l'explosion d'un dépôt de carburant frelaté dans la ville de Sémé-Podji au sud du Bénin. Le réveil a été très difficile pour la population de cette paisible commune frontalière du Nigeria. Nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 malades, 20 blessés de gravité variable. L'entrepôt d'où est parti le feu, d'une superficie de 1000 mètres carrés, a tout dévasté. Plusieurs heures après, des cendres fumaient toujours au sol. Les images les plus insupportables sont celles des corps calcinés qui jonchaient la rue. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Au Bénin, l'essence de contrebande provient du Nigeria, pays voisin de l'Est, grand producteur de pétrole. Ce commerce qui procure d'énormes bénéfices comporte en même temps de grands risques, étant donné la précarité des conditions de stockage du produit, d'où surviennent de fréquents incendies au bilan humain très lourd. Et je vous en parlais également en titre: attentat à suicide en Somalie. Au moins 20 personnes, dont la plupart des civils, ont été tuées hier dans un attentat à la voiture piégée à un poste de contrôle dans la ville de Beledweyne, dans le centre du pays. Et
En Afrique, toujours, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a entamé un important périple visant à renforcer les liens avec les alliés des États-Unis à travers l'Afrique. Sa tournée a débuté par une première escale à Djibouti. Lloyd Austin se rendra ensuite au Kenya et en Angola. En Libye, après les inondations dévastatrices, l'heure est à la solidarité. À l'exemple de ces volontaires d'un centre de formation et de développement pour femmes à Tripoli qui contribue aux efforts d'aide aux personnes touchées dans l'est du pays en confectionnant vêtements et autres uniformes. Neila Et Hamouda. Elles ont interrompu leurs activités pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations meurtrières à Darna. Dans ce centre de formation à Tripoli, des femmes volontaires ont décidé de coudre des vêtements, des uniformes et des linceuls. Le centre avait sa propre activité et nous l'avons interrompu après cette catastrophe. Les femmes qui étaient déjà confrontées à de nombreuses difficultés ont coopéré car après tout, la priorité allait aux habitants de la région de l'Est. Nous avons fourni une aide nécessaire d'environ 1300 uniformes scolaires, environ 850 tapis de prière, 650 linceuls et environ 350 Nous avons interrompu tout type de formation au centre afin de fournir aux habitants de Darna tout ce dont ils ont besoin, y compris des linceuls, des uniformes médicaux et scolaires, des robes et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Après la tragédie, le sursaut des volontaires. C'est un déferlement de camions chargés de couettes, couvertures et des vêtements forment un convoi en direction de Darna. Les Libyens se mobilisent et la survie s'organise. En apportant cette aide, nous partageons les mêmes sentiments avec ceux qui ont perdu des êtres chers. En fin de compte, nous formons une seule et même famille. À l'est comme à l'ouest, la Libye nous unit. Près de 2 semaines après les inondations qui ont endeuillé l'est du pays, les recherches des corps sous les décombres se poursuivent. Les services de secours procèdent encore à l'identification des victimes à Darna, la ville côtière la plus meurtrière par la tempête Daniel, où plus de 3800 personnes ont perdu la vie selon un bilan toujours provisoire. Je vous disais en titre, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un raid de l'armée sioniste ce dimanche avant l'aube dans le camp de Nour Shams en Cisjordanie occupée. Il faut savoir que 14 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des 2 dernières semaines après une série d'agressions menées par l'armée sioniste. En Palestine occupée, l'extrémiste sioniste Yehuda Glick a dirigé une incursion en compagnie de dizaines de colons dans la mosquée Al-Aqsa, hautement escortée par les forces de l'occupation sioniste. L'incursion a été menée du côté de la porte des Maghrébins. Dans l'actualité également et dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense a affirmé que son armée avait utilisé des armes de haute précision pour attaquer des cibles de l'armée ukrainienne, telles que des installations de maintenance, des arsenaux où étaient stockées des armes et des munitions fournies par l'Occident. L'armée russe a également abattu des Su-24M, Su-25, MiG-29 et d'autres avions de combat ukrainiens selon ce même rapport. Et des troupes de l'OTAN ainsi que des membres de la force de police européenne EULEX et la police du Kosovo ont patrouillé sur une route dans le nord du Kosovo ce dimanche après que le Premier ministre du pays a déclaré qu'un policier avait été tué et un autre blessé lors d'une fusillade dans un village, qualifiant l'incident d'action terroriste.
Et puis enfin, sport en Formule 1, Red Bull semble retrouver ses ailes. Max Verstappen a vite effacé l'échec de Singapour impérial dès le début du week-end à Suzuka. Le double champion du monde a remporté le Grand Prix du Japon ce dimanche. Il pourrait ainsi s'offrir un 3e titre de champion du monde dès le prochain rendez-vous au Qatar lors du sprint. Lando Norris et Oscar Piastri de chez McLaren complètent le podium. Red Bull est sacré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.